Mesdames, Messieurs, bonsoir et rebonsoir à ceux et celles d'entre vous qui étaient déjà là hier soir pour la première soirée. Bienvenue à cette deuxième soirée du colloque Wright pour la science, dont c'est la 20e édition cette année. Après la première soirée très fréquentée d'hier soir, l'équipe de la Fondation Wright est évidemment très heureux de vous retrouver si nombreux ce soir après une édition 2020 bien chahutée par le Covid, vous pouvez vous imaginer. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct en ligne. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et c'est moi qui ai le plaisir, l'honneur, le privilège aussi de vous accompagner toute cette semaine pour modérer ces discussions. Comme à chaque édition, vous le savez maintenant, nous avons le privilège d'accueillir ici à Genève, à l'Université, des scientifiques de renom du monde entier, cette année pour arpenter avec eux le monde des géosciences, des sciences de la Terre, avec une thématique mythique, mythologique presque, les 5 éléments. Comme vous le savez, dans l'Antiquité, les Grecs, entre autres civilisations, se sont demandé s'il était possible de séparer tout objet de l'univers en 4 éléments primordiaux, l'eau, la terre, le feu et l'air. Chaque substance présente dans tout l'univers donc, serait constituée d'un ou plusieurs de ces éléments en plus ou moins grande quantité. Et comme ça n'expliquait pas tout, un 5e élément est venu se greffer sur ce tableau-là, considéré en plus. On l'a d'abord appelé la quintessence, puis l'éther, donc quelque chose qui portait, qui emplissait tout l'univers. Ce n'est que plus tard qu'est venue cette idée que le 5e élément pouvait simplement être la vie. Alors chaque soir de cette semaine, nous n'allons pas étudier ou regarder ces 5 éléments sous l'angle mythologique, bien sûr, mais nous allons plutôt nous plonger dans les recherches de scientifiques de renom qui sont liés de près ou de loin à l'un des domaines qu'évoquent ces éléments. De quoi vous apporter, d'ici la fin de la semaine, pour ceux qui nous suivent et ceux qui viennent d'autres soirs, une vision plus kaléidoscopique que vraiment panoramique sur notre environnement et plus largement sur notre planète. Alors sur le plan logistique, comme vous le savez, cette conférence se déroule en 2 parties. La première, une conférence à peu près de 45 minutes par le conférencier de ce soir, puis une seconde où nous aurons le grand plaisir d'accueillir sur scène d'autres conférenciers de la semaine. C'est aussi une des richesses de ce colloque, pour une session de questions-réponses auxquelles vous êtes invités à participer directement et en français ou en anglais, parce que vous avez dû recevoir un casque de traduction simultanée, français et anglais. Donc n'hésitez pas à poser vos questions soit en anglais, parce que la discussion se fera en anglais avec les conférenciers, soit en français, et eux-mêmes pourront l'entendre en anglais dans leur casque. Après la Terre, hier donc, nous poursuivons notre voyage géoscientifique autour cette fois du feu, avec un périple autour des constructions géologiques les plus fascinantes, impressionnantes de la planète, les volcans. Et nous avons pour cela l'immense plaisir d'accueillir ce soir Stephen Sparks, qui est professeur émérite de volcanologie à l'Université de Bristol au Royaume-Uni. Et pour le présenter, comme c'est la tradition, ainsi que ses recherches, j'ai le plaisir d'inviter sur scène maintenant une personnalité de l'Université de Genève, en l'occurrence Costanza Bonadonna, professeure en volcanologie au département des sciences de la Terre de la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Merci. Good evening, everybody. Bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de présenter le professeur Steve Sparks avec plus de 500 publications et plus de 55 000 citations. Le professeur Sparks est un expert reconnu sur le plan international dans le domaine de la volcanologie et des risques associés aux dangers naturels. Il va nous parler de l'élément du feu et en discutera du rôle des volcans dans le contexte d'une planète durable. Le professeur Sparks a conçu son premier intérêt lorsqu'il a exploré les grottes du paysage britannique. Il était fasciné par ce qu'il a découvert. Et il a donc décidé de s'embarquer dans des études doctorales où il a perçu l'intérêt des volcans lors d'une expédition.
Ces premières études représentent une pierre angulaire de la volcanologie moderne. En particulier, le mécanisme qui déclenche des éruptions nous a montré comment le magma pouvait se mélanger avec des matériaux plus près de la surface afin de déclencher une explosion. Ces idées sont devenues très populaires et de nombreux scientifiques ont fait référence à ces études. Le professeur Sparks travaille sur une meilleure compréhension du déclenchement des explosions volcaniques. Il a donc travaillé à l'Université Lancaster de Cambridge et aux États-Unis. Il est arrivé à Bristol en 1989. En tant que il était à la tête du département de la volcanologie. Et grâce à sa vision, il dirige le Centre mondial de la volcanologie. Mais ce qui a le plus marqué sa carrière, ce sont les études qu'il a faites sur le volcan à Montserrat. C'est lui qui a été choisi pour diriger ce projet. Cette éruption a commencé en 1995 et a affecté les vies de plus de 1000 personnes. Cette expérience a permis d'ajouter une dimension humaine à ces études volcanologiques. Et il aide les gouvernements à mettre en place des façons d'évacuer et de se préparer aux éruptions volcaniques. Grâce à lui, les volcans sont maintenant un sujet dans les écoles britanniques. On pourrait parler pendant des heures de ce qu'a fait le professeur Sparks, mais il faut penser à ce qu'il laisse derrière lui, son influence dans le domaine de la volcanologie et des sciences, et pour les étudiants qu'il a formés et qu'il a inspirés tout au long de sa carrière, y compris moi-même. Il est l'un des premiers à avoir appliqué la mathématique et la physique à l'interprétation des dépôts volcanologiques sur le terrain. Il pense que les réponses importantes viennent du terrain et de la compréhension des processus physiques, mais il apprécie également la modélisation numérique et ce que cela peut apporter, notamment dans le domaine de la réduction des risques. Il est à la présidence de la Société de volcanologie de Londres, entre autres, et également de la section de volcanologie. Il a reçu de nombreux prix, y compris celui de la Société géologique américaine, la médaille royale de la Société royale de Londres en 2019, et il a également gagné un prix en 2018. En 2015, il a reçu un grand prix qui est extrêmement respecté dans le domaine. J'ai eu l'occasion de connaître le professeur Sparks. Il a été mon superviseur. C'est un dirigeant charismatique et il a joué un rôle primordial dans tous les projets de collaboration. Son travail a permis de combler les lacunes dans le domaine. Il possède une sensibilité extraordinaire pour ses étudiants, ses collègues et ses collaborateurs. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas uniquement d'un plaisir, mais d'un honneur de présenter le professeur Sparks ce soir. Sir Stephen Sparks, la parole est à vous. Merci beaucoup, Constanza. C'est un plaisir que d'être ici. Je remercie la Fondation Wright de l'honneur qui m'est accordé ce soir. Je vais parler ce soir des volcans
Et donc, j'ai 4 thèmes que je vais aborder. Je vais commencer tout d'abord par la beauté des volcans. Je vais ensuite vous parler des raisons pour lesquelles nous avons des volcans sur la Terre et ce que cela nous dit de la Terre. Et puis, nous passerons à l'aspect sociétal de la nature des processus volcaniques, en particulier les risques que ceux-ci posent aux communautés qui vivent autour des volcans. Et nous parlerons également de la gestion des risques des éruptions volcaniques. Et je donnerai pour exemple le volcan Soufrière. Et je terminerai en vous parlant des conséquences, des effets des volcans sur le climat. Alors, pour commencer, je pense que l'on peut tous s'émerveiller devant la beauté des volcans qui nous offrent un spectacle magnifique de la nature et qui nous disent que nous vivons sur une planète très dynamique. Voilà ici une image de Krakatoa de 2018 lorsqu'un nouveau volcan où un événement s'est formé au centre du volcan. Et il y a une image du même volcan, de ce même volcan prise de l'espace. Et vous verrez à la gauche de ma diapositive à quoi ressemblait en 2017. Et puis, sur la droite, l'effet que cela a eu sur l'île qui a été déstabilisée. Une partie de l'île est tombée dans la mer et cela a formé un tsunami. Donc, cela vous donne une idée des risques que cela peut poser. Ensuite, nous voyons un volcan en Cordon Col. Le volcan Cordon Col au Chili, c'est un volcan, une image spectaculaire. Donc, cette éruption volcanique a eu lieu et puis il y a toutes sortes de charges qui ont été déclenchées, des éclairs. Et puis, pour terminer, vous voyez ici le volcan Hunga à Tonga qui a surpris tout le monde lorsqu'il y a eu une éruption en janvier 2022. C'était là une éruption énorme, gigantesque, une des plus gigantesques enregistrées sur Terre. Et c'est un nuage de 500 km de diamètre pour une explosion qui n'a pris qu'une dizaine de minutes. C'est très impressionnant. C'est également le record mondial du nuage volcanique le plus élevé. Il a atteint 57 km. Et cela vous montre donc le caractère spectaculaire des volcans. Et pour terminer cette partie, j'aimerais également regarder les éruptions géantes de l'histoire. Lorsque l'on a de grandes éruptions volcaniques, celles-ci forment des cratères énormes. Et la plus grande éruption, donc les plus grandes éruptions de l'histoire ont formé ces cratères gigantesques. On peut regarder donc à la gauche ici le cratère Tambora, l'éruption Tambora. C'est l'une des plus grandes éruptions du XXe siècle qui a créé un énorme cratère, 5 km3 de magma. Et puis, la plus grande éruption des dernières 1000 années, donc Tambora, c'est la plus grande éruption enregistrée, un cratère de 6 km de diamètre et l'éruption s'est diffusée à 45 km. Et puis, la plus grande éruption de toutes, c'est donc Toba, un cratère de 100 km par 40 km. C'est le cratère le plus grand qui existe sur Terre et la plus grande éruption que nous ayons jamais connue. 2800 km3 de magma. Alors, pour vous donner un petit peu une échelle, donc j'ai mis donc la même échelle donc dans Tambora que dans l'autre. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi nous avons des volcans sur la Terre. La raison, c'est que la Terre est une planète très chaude, brûlante. Si l'on va au centre de la planète, il fait 5200 degrés et à 100 km en dessous de Genève, il fait environ 1200 degrés. Donc, à l'intérieur de la Terre, il fait très chaud. Et cela est important car le matériel, donc les matériaux sur la Terre sont solides, mais donc ils sont tellement chauds qu'ils sont près de la fusion. Et donc, il est très facile
pour que les conditions changent, que les roches rentrent en fusion et que l'on obtienne des volcans. Et c'est là la raison pour laquelle nous avons des volcans. Et l'une des caractéristiques de la Terre et des raisons pour lesquelles nous avons des volcans, c'est en raison des plaques tectoniques qui donnent l'accès à ces matériaux très chauds. La plus grande partie des volcans du monde se trouve sur des plaques tectoniques et je suis certain que la plupart d'entre vous connaissent les plaques tectoniques. On voit donc la plaque sud-américaine et on voit donc ces plaques qui s'éloignent et qui créent donc des failles. Et puis la plaque, par exemple, sud-américaine qui rencontre la plaque de Nazca et cela forme également donc une faille qui crée des volcans. La plupart des volcans donc ont à voir avec les plaques tectoniques. Et lorsque l'on met donc ces volcans sur la carte, vous verrez qu'il y a un énorme nombre de volcans sur le cercle de feu. Et vous verrez qu'il s'agit des volcans connus. C'est là où les plaques s'entrechoquent. Et on ne voit pas beaucoup ici de volcans qui se trouvent sur les dorsales océaniques parce que simplement ils n'apparaissent pas sur la carte. En Islande, les plaques tectoniques se séparent et puis là, on voit beaucoup de volcans. Donc voilà l'idée des plaques tectoniques. Vous voyez ici le diagramme bien connu qui a été reproduit sous différentes formes. Les plaques s'éloignent sur la dorsale océanique et l'une des plaques pousse là où les plaques se rencontrent. Et puis en jaune, vous voyez donc, j'ai écrit décompression. Là où les plaques se rapprochent, on voit que l'eau sort. Donc, quand on pense à la fusion, on pense à, par exemple, au fait d'allumer une bougie, on réchauffe quelque chose. Mais sur la Terre, c'est la pression et l'ajout d'eau aux roches chaudes qui les fait fondre, qui les met dans un état de fusion. Donc, c'est lorsqu'on ajoute une nouvelle substance qui permet aux matériaux de rentrer en fusion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des volcans. Et pour que vous compreniez bien à quel point ces sciences sont fantastiques, c'est qu'on peut utiliser des vagues pour faire des images, donc comme des procédures médicales pour scanner les organes. Et ce que l'on peut voir, c'est deux images incroyables. Donc, on voit une image topographique à droite. Donc, on voit la vague qui ralentit et puis ensuite qui accélère. Et puis, on peut calibrer tout cela et voir ces plaques froides qui s'éloignent, mais au centre, c'est très chaud et beaucoup de matériaux en fusion. Et puis, au Japon, donc sur la gauche, on voit les plaques qui vont vers le bas, qui descendent en bleu. On voit également les tremblements de terre. Ce sont les petits points que vous voyez ici et qui définissent l'endroit où se trouve la plaque. Et puis, au-dessus de la plaque, on voit donc une zone orange-rouge. C'est là où le manteau fond au-dessus de la plaque. Et la raison pour cela, c'est parce qu'on ajoute de l'eau et donc cela fait fondre le matériel. Donc hier, Friedhelm a parlé d'une planète bleue, mais à l'intérieur, c'est une planète verte, car la roche principale qui compose le manteau de la Terre, c'est la péridotite qui est remplie de magnésium silicaté. C'est une roche solide. Et le diagramme que vous voyez ici, c'est un diagramme qui vous montre la pression par rapport à la température. Et j'utilise un terme technique, solidus. C'est pour la température de fusion de la roche. La roche ne fond pas à une température unique. Elle se réchauffe, et puis ensuite, le matériau rentre en fusion. Et la température en question s'appelle le solidus.
Et vous pouvez voir quelque chose qui s'appelle donc le solidus sec. Et vous voyez ici un point vert. Et dans des conditions normales, la température en dessous ne fond pas. Mais si on suit cette flèche verte, et donc on passe de 100 à 50 km, là, on atteint, simplement en changeant la pression, on atteint la température de fusion. Et donc le matériau commence à fondre et là, on obtient les volcans. L'autre mécanisme, c'est d'ajouter un peu d'eau au matériau. Donc cela permet de réduire le solidus de centaines de degrés, simplement en ajoutant un petit peu d'eau. Et là, donc tout fond. Et c'est la raison pour laquelle on a ce cercle du feu dans le Pacifique. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons donc les volcans. On peut regarder ce diagramme avec la dorsale océanique. Vous pouvez suivre les flèches qui vous montrent le déplacement du manteau, donc qui s'éloigne de la dorsale océanique. Et puis ensuite, les petites flèches vous montrent où la fusion, le matériel en fusion se forme et se dirige vers l'axe de la dorsale et forme des volcans. Et puis en vert, vous voyez ce qui se passe lorsque les matériaux commencent à fondre. Il y a des petites gouttelettes qui se forment autour du cristal et c'est là que vous voyez du côté du diagramme. Et plus les plaques s'écartent, eh bien, plus ce magma remonte et cela crée des volcans. Ce qui se déroule également sur cette dorsale, eh bien, c'est parce qu'une partie des volcans se trouve sous l'eau, eh bien, on se retrouve avec des volcans qui créent ces flux étranges sous l'eau qui réchauffent les eaux de la mer. Et on est à 350 degrés pour ces fumées. Et donc, on se retrouve avec une hydratation des roches sous-marines et ces minéraux, finalement, seront emmenés vers l'autre côté de la plaque et poussés vers le centre de la Terre, là où ils libéreront l'eau qui rentrera en fusion et nous obtiendrons de nouveaux volcans avec ce cycle. Donc, cela commence finalement, où que ce soit... sur la dorsale, par exemple, à cause de ce matériau vert. Alors, quelques chiffres maintenant par rapport aux volcans. Il y a 551 volcans actifs historiquement, mais on sait qu'en fait, il y en a bien plus que ça. Il y a beaucoup qui doivent encore entrer en éruption. Historiquement, il y a au moins 1500 volcans. Hein, et si on prend ceux autour des différentes failles, on devrait être à 1500. Donc, comme je disais, il y a environ 50 éruptions par an, mais on n'en parle pas parce que simplement on n'entend pas parler dans la presse. Finalement, vous n'êtes au courant que des volcans dont on parle dans la presse. Alors, il y a des effets de ces éruptions sur le climat, évidemment, et j'en parlerai. Et puis, évidemment, là, il y a des effets de l'augmentation de la population mondiale. Il y a de plus en plus de risques dus aux volcans de manière significative à cause du développement humain. Il n'y a pas plus de risques d'éruption, en fait. Alors, pourquoi des explosions dans les volcans? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est un peu comme une bouteille de champagne, si vous voulez. Donc, on a du magma qui se trouve plusieurs kilomètres en dessous du volcan, beaucoup de gaz dissous dans ce magma, et on a finalement une cheminée, et ces gaz ressortent sous forme de bulles de manière violente, ce qui crée beaucoup de pression, ce qui crée une éruption, et la libération d'éjecta dans l'atmosphère, qui peut aller jusqu'à plusieurs 50 km par seconde. Et c'est pourquoi vous avez des explosions volcaniques. Et maintenant, je vais me concentrer principalement sur les éruptions qui sont explosives. Alors, il y a deux sortes de phénomènes avec les volcans. Ici, je vais vous montrer peut-être un petit film. Mais tout d'abord, il y a la formation des panaches de fumée. Donc, on a des bulles qui sortent ensuite du volcan, qui créent ce panache de fumée. Et on voit par exemple le mont Sainte-Hélène ici. Et donc on est sur des chiffres énormes, avec 10 000 mètres cubes par seconde. Donc voilà, c'est des chiffres
qui sont énormes, et dans les années 80, ça a duré pendant plusieurs heures. Et on peut répéter ces expériences en laboratoire. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir de l'eau douce avec des parties fines qui sont ajoutées. Et on se retrouve avec cette structure qui est assez similaire. Et donc, de là, on peut tirer les règles physiques de ce phénomène. Donc, finalement, que se passe-t-il? La cendre très chaude réchauffe l'environnement, l'air, et l'emmène avec. Et c'est pourquoi il y a cette montée, cette augmentation, et cela va à une très haute altitude. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être un petit interlude. Arrêtez de parler. Il y a quelques années, j'ai reçu des financements de la part de la Banque mondiale pour travailler sur les observatoires des volcans de par le monde. Et nous avons produit 18 films pour le public en 8 langues différentes. Malheureusement, l'un était en français. Et ce film est là pour expliquer les volcans au public. Vous pouvez tous les télécharger gratuitement sur Internet et vous avez l'adresse où vous pouvez les trouver. Et donc maintenant, je vais me taire. Donc il est en français. J'ai évidemment choisi le film en français. Le magma est la roche en fusion sous les volcans. Il est riche en gaz qui se dilate quand il entre en éruption, comme les bulles d'une boisson gazeuse que l'on ouvre. Au cours des éruptions explosives, le magma et la roche solide volent en éclats. Des fragments de magma et de roche se forment. Leur taille varie de celle d'un grain de poussière à celle d'un bloc aussi grand qu'une voiture. Le matériel le plus fin, de la taille d'un grain de sable ou plus petit, est appelé cendre volcanique. Les fragments de roche éjectés de la bouche éruptive sont appelés bombes volcaniques. Les plus gros fragments retombent au sol proche du volcan où ils engendrent décès, blessures et dégâts. Ils peuvent traverser les toitures et mettre le feu aux bâtiments. La chute des fragments de roche plus petits fait le même bruit qu'un orage de grêle. D'immenses nuages de fragments de roche, de cendres et de gaz sont expulsés au-dessus des volcans pendant les éruptions explosives. Ces nuages volcaniques atteignent souvent plusieurs kilomètres d'altitude, voire des dizaines de kilomètres au niveau des altitudes de croisière des avions. Les nuages de cendres sont transportés par les vents sur des distances de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres. Leur vitesse de déplacement dépend de la vitesse du vent. Il peut faire nuit en plein jour car les épais nuages de cendres cachent le soleil. Tandis qu'ils sont transportés par le vent, les nuages volcaniques relâchent le matériel qu'ils contiennent. Ils retombent graduellement au sol, formant des dépôts épais à proximité des volcans, où terrains et bâtiments peuvent être entièrement recouverts. Les cendres sont transportées à de plus longues distances des volcans, formant des dépôts qui s'amincissent avec la distance. Les cendres les plus fines peuvent rester en suspension pendant des milliers de kilomètres. Les cendres volcaniques sont différentes de celles produites par le feu. Ce sont de petits fragments de roches anguleux, extrêmement rugueux et abrasifs, capables de rayer le pare-brise d'une voiture par exemple. Les cendres volcaniques sont dangereuses pour les humains, les animaux et l'environnement. Les terres sont recouvertes et les toitures peuvent s'effondrer. Les réseaux de transport, les ressources en eau, les systèmes d'assainissement, de communication et de production d'énergie peuvent être perturbés, les cultures détruites et le bétail tué. Au cours des petites éruptions, les cendres compliquent la vie quotidienne. Les scientifiques peuvent prédire l'évolution des nuages de cendres en étudiant les éruptions et les vents. Les autorités vous indiqueront quelles mesures prendre. Cela peut être l'évacuation des zones proches du volcan ou la protection de vos biens et de vous-même. Au cours du temps, les populations vivant à proximité de volcans entrant régulièrement en éruption peuvent développer des méthodes de gestion efficaces, leur permettant de vivre avec les aléas. Les cendres volcaniques peuvent améliorer la fertilité des terres. L'autre type d'activité volcanique, et qui est même encore plus dangereuse que l'explosion,
est ce qu'on appelle la création de nuées ardentes par l'écroulement de la colonne. Et il y a une expérience qui permet de le répéter assez facilement en laboratoire. Plutôt que de mettre de l'eau douce dans de l'eau salée, finalement, on met du magnésium, des particules en suspension, avec un mix qui est très dense. Même s'il y a plus de flottabilité, il y a tellement de particules que la densité est élevée. Et donc, plutôt que de former une panache, cela permet de créer une colonne qui finalement s'écroule et qui s'écoule le long du cube, du réservoir. Et donc, finalement, c'est le même phénomène qui se déroule lors d'une réelle éruption. Donc, c'est comme cela que sont créées les nuées ardentes qui sont responsables de très nombreuses morts lors d'éruptions volcaniques. Et je vais à nouveau vous montrer un film assez court de notre série pour illustrer ce fait. Les écoulements pyroclastiques font partie des menaces volcaniques les plus mortelles. Ce sont les avalanches de roches très chaudes, de poussières et de gaz qui dévalent à grande vitesse les flancs d'un volcan et s'écoulent dans les vallées avoisinantes. Elles peuvent remonter sur la topographie et surmonter des crêtes. Ils sont dangereux car ils se propagent beaucoup plus vite qu'une personne en courant et souvent plus vite que la vitesse d'une voiture. Ainsi, ceux qui se trouvent sur leur chemin ont très peu de chances de leur échapper. C'est leur haute température qui les rend particulièrement mortels et dévastateurs. Pendant la journée, ils sont de couleur grise et d'une apparence poussiéreuse, mais la nuit, ils sont rouges d'incandescence. Ils détruisent et brûlent tout sur leur passage. Toute personne sur le chemin d'un écoulement pyroclastique est certaine de subir de graves blessures, voire de mourir. Les écoulements pyroclastiques peuvent se former de deux manières. Parfois, un volcan explose et forme une fontaine de roches pulvérisées incandescentes et de gaz qui, initialement, montent rapidement dans le ciel avant de retomber vers le sol en formant des écoulements pyroclastiques qui dévalent les flancs du volcan. Dans d'autres situations, au lieu d'avoir une explosion, c'est une lave visqueuse qui s'écoule lentement du volcan en s'accumulant au sommet. C'est l'effondrement partiel de cette masse de lave qui peut générer des écoulements pyroclastiques. Bien que les écoulements pyroclastiques s'épanchent normalement le long des vallées, les nuages extrêmement chauds et rapides qui se forment au-dessus d'eux peuvent déborder des vallées en remontant sur le côté et menacer les personnes qui se sentent en sécurité en hauteur. Les écoulements pyroclastiques se propagent en général sur des distances de 5 à 10 km du sommet du volcan, mais parfois au-delà de 20 km dans les plus grandes éruptions. Les volcans qui ne sont pas entrés en éruption depuis des décennies, voire des siècles, semblent bien paisibles. Cependant, lorsqu'ils se réveillent, leurs éruptions sont souvent très importantes et explosives. Les scientifiques peuvent détecter le réveil d'un volcan et sont capables d'émettre des alertes et des recommandations d'évacuer, ce qui constitue la seule protection face aux écoulements pyroclastiques. C'est une belle introduction du prochain point de ma présentation, c'est-à-dire l'évaluation des risques, la prévision et l'évaluation des volcans. Comment les comprenons-nous, comment appliquons-nous notre compréhension à la détection des éruptions. Ce serait vraiment très bien si nous pouvions prévoir toutes les éruptions volcaniques. Alors, c'est très compliqué, cela demande beaucoup de travail, mais je voulais quand même vous montrer un exemple. Ceci est une explosion sur l'île de Montserrat et vous pouvez voir sur l'axe vertical la fréquence et le temps sur l'axe horizontal. Et c'est ce qu'on appelle les trémors volcaniques. Donc les volcans actifs sont toujours en train de vibrer et ce que font les scientifiques, c'est qu'ils étudient la fréquence de ce son sismique, si vous voulez. Et donc on observe cette ligne qui nous montre la fréquence, qu'il y a une fréquence dominante qui change en permanence chaque fois 20 minutes avant une explosion. Donc c'est un exemple de quelque chose qu'on peut observer, qu'on ne comprend pas parfaitement, mais qui nous permet de donner une prédiction de la prochaine éruption.
C'est un peu comme s'il y avait un bruit qui finalement arrive avant l'explosion, et c'est ce qu'on peut voir en suivant les données sismiques. Alors, c'est ce qu'on essaye de voir, ça ne marche pas toujours parfaitement, on essaye de voir des modèles dans les activités. Mais avant de parler de différents moyens d'évaluation de surveillance, je voulais mentionner des tragédies humaines énormes liées à des éruptions volcaniques qui vraiment nous ont poussé à appliquer la science au bénéfice de la société. En 1902, il y a une éruption au Montpellier, en Martinique, avec 29 000 personnes qui ont perdu la vie. Et là, finalement, c'était les priorités politiques qui ont pris le pas sur les inquiétudes publiques venant des médecins, des ingénieurs, qui étaient vraiment inquiets de la proximité des volcans. Mais il y avait des élections et ils ont préféré faire les élections plutôt qu'évacuer l'île. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a un autre exemple ici, c'est à Almero. C'est une ville en Colombie, en 1985, là où une éruption volcanique, le Nevada del Rey, qui était couvert d'une calotte glaciaire. Il y a eu une explosion au sein de cette calotte glaciaire qui a fondu, qui a fait fondre l'eau, et finalement une inondation, beaucoup d'eau s'est écoulée sur la ville et environ 23 000 personnes y ont perdu la vie. Donc c'était deux exemples du type d'événement qu'on essaye d'éviter, évidemment. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler d'un de mes volcans préférés, la Soufrière à Montserrat, qui a été en éruption entre 1995 et 2010. Vous pouvez voir le volcan, et il se trouve dans le nord des Caraïbes de l'Est, sur l'île de Montserrat. Et le volcan se trouve au sud de cette île. Et au début de l'éruption, il y avait 12 000 personnes sur l'île. Beaucoup d'entre eux ont dû quitter l'île ou se rendre dans le nord. Et je faisais partie de l'équipe qui surveillait ce volcan. Et pendant cette éruption, 9 000 personnes ont été relocalisées. Cela a coûté plus d'1 milliard de dollars en pertes, en dégâts. Et au Royaume-Uni, cela a coûté environ 30 millions de livres par an aux contribuables, parce que ce volcan n'est toujours pas stable. Donc voilà, c'est un bel exemple de ce que nous pouvons faire avec les volcans. Il y a quelque chose qu'on voit avec les volcans, c'est des petits séismes avant et pendant les éruptions. Et donc, ceci nous permet de savoir que du magma essaye de forcer le chemin vers la surface et donc mener à une éruption. Et là, on peut voir sur l'île les différents séismes, on peut voir la profondeur, et on voit qu'il y a beaucoup de petits séismes qui se déroulent à différentes profondeurs, environ 5 km. Et donc, c'est là qu'on estime qu'est la source du volcan. Et donc, on peut utiliser finalement les séismes d'une manière assez sophistiquée pour nous dire ce qui est en train de se dérouler au centre d'un volcan. Donc vraiment, les séismes, c'est une façon de surveiller les volcans très efficace. Il y a d'autres façons de faire. Par exemple, on peut mesurer les déformations avec des lasers. C'est ici, par exemple, une méthode de Bristol qui permet des mesures très précises. Et ce qu'on essaye de voir, c'est le gonflement de la terre sous le volcan. Là où la pression augmente avant une éruption ou pendant l'éruption, finalement, le sol se soulève, c'est ce qu'on appelle une inflation, et vous pouvez la voir sur le diagramme. Et en utilisant ces instruments très précis, on peut finalement mesurer très précisément ces modifications et voir si le volcan augmente en altitude ou ça baisse, et donc voir si une éruption va arriver. Ceci vous montre qu'il y a vraiment des patterns, comme on dit, donc des modèles qui se répètent. Vous voyez ici les éruptions entre 1995 et 2013. Et si vous regardez le rose, c'est là où il y a des éruptions fréquentes. Et en vert, c'est là les périodes de repos, où il y a moins d'éruptions. Et donc, si on regarde au milieu, en rouge, il y a une ligne rouge. Eh bien, cette ligne rouge
ce sont les coordonnées GPS qui montrent l'élévation et le rabaissement du sol. Et vous voyez qu'en vert, le sol augmente, s'élève, la pression monte dans le volcan, et quand il y a une éruption, et bien évidemment, le niveau du sol diminue. Et donc de cette manière, on peut voir des modèles apparaître, et on peut voir également le bleu, ici, la ligne en bleu au-dessus, c'est le nombre de séismes par jour. Et vous observez qu'il y a beaucoup plus de séismes lorsqu'on est en période d'éruption qu'en période calme. Et donc on peut vraiment observer des modèles qui se répètent, mais je ne vais pas trop en parler, mais on peut également mesurer les gaz volcaniques afin d'obtenir des données à ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'elles sont ici en bas de ce graphique. Et donc on peut commencer à reconnaître des modèles. On ne les comprend pas parfaitement, mais on peut les utiliser pour surveiller les volcans. Voilà qui me mène à la gestion des risques volcaniques. Donc, lors de la crise, nous, enfin, peut-être que je ne devrais pas dire nous, donc c'est un territoire qui dépend du Royaume-Uni, mais donc la zone rouge, c'est la zone où personne ne peut vivre. Et la zone en jaune, c'est la zone où l'on peut vivre. Alors, j'aimerais que vous imaginiez une personne avec une maison qui se trouve à 100 mètres à la limite de la zone rouge et vous êtes contraint d'abandonner votre maison et votre voisin qui se trouve juste à la frontière du côté jaune peut y rester jusqu'à la fin de sa vie. Alors, vous pouvez imaginer à quel point l'île va être surpopulée donc d'un côté. C'est une chose assez difficile à mettre en place. Comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, nous faisons une évaluation des risques basée sur la probabilité. Donc, on réunit un comité de scientifiques, on parle des sciences, du modèle, des observations, de la compréhension générale des volcans, et puis on essaye de répondre à des questions comme la question suivante. Quel est le risque qu'un village à 6 km nord-ouest du volcan soit inondé par des nuées ardentes? Ça, ce sont le genre de questions auxquelles on essaye de répondre. Elles sont faciles à poser, mais il est difficile d'y répondre. Et s'il y a des centaines de personnes qui vivent dans ce village, eh bien, il faut que ces personnes sachent si le risque est élevé ou non. Alors, en fait, on fait une synthèse de toutes les sciences que nous connaissons et des sciences que nous ne connaissons pas, car nous voulons également donner un certain degré de certitude lorsque nous faisons une évaluation des risques. L'incertitude joue un rôle très important dans le cadre d'une évaluation des risques. Ce que l'on ne sait pas est presque aussi important que ce que l'on sait. En 2003, on a fait face au problème suivant. Le volcan avait vécu beaucoup d'éruptions et à 11 mètres, il y avait donc de la lave extrêmement chaude, donc tout en haut du volcan. Et donc, c'est très instable. Des morceaux peuvent tomber et former des nuées ardentes. Donc, à droite, donc dans la vallée, il y avait quelques centaines de personnes qui vivaient dans des petits villages, donc des petites communautés qui vivaient dans cette zone. Et on nous a demandé d'évaluer le risque qu'un morceau tombe dans cette vallée particulière plutôt que dans l'autre et tombe donc dans ces villages et les menace. Alors voilà le plan, vous voyez sur la carte, donc là où se trouve le volcan. Et vous voyez également sur cette carte détaillée, donc la zone bleue où les gens étaient le plus inquiets. Alors, comment est-ce que nous y sommes parvenus? On a conseillé aux gens d'évacuer cette zone le 8 octobre 2002, et puis nous avons fait notre évaluation des risques. Je souhaiterais que vous regardiez cette carte. Donc, nous avons divisé la zone en différentes zones. Nous avons regardé les populations qui vivaient dans chaque subdivision, et la zone qui nous concernait particulièrement, c'était la zone 3 et 4. Et c'est là où nous pensions que les nuées ardentes pourraient arriver. Et donc, la ligne rouge
donc montre la probabilité du nombre de personnes qui soient tuées. Donc cette ligne rouge, c'est la courbe que nous avons estimée sans avoir évacué l'endroit. Et cela nous a permis de voir qu'il y avait un risque sur 10 que 10 personnes soient tuées et une chance sur 100 que plus de personnes soient tuées. Donc c'est une situation à très haut risque. On a montré donc cette carte à la personne responsable. Cette personne a dit oui, on va évacuer. Et pour savoir à quelle distance les gens doivent aller, on voit donc ces deux courbes grises. Si on évacue les zones 3A, B et 4, 5, la courbe de risque descend. Donc, on peut faire en sorte que le risque soit moindre. Et puis ensuite, on voit il y a une courbe bleue et une courbe verte. La courbe verte, c'est le risque de séisme donc, dans les Caraïbes. Et la courbe bleue, c'est le risque lié aux ouragans. Donc, c'est pour comparer le niveau de risque lorsque l'on vit dans les Caraïbes. Donc, en évacuant les zones 3 et 4, on a réduit le risque. On ne l'a pas éliminé, mais on l'a réduit. Donc, voilà ce que l'on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, le 12 juillet 2003, quelques mois plus tard, donc les gens ont évacué pendant quelques mois. Tout le monde n'était pas heureux de cette situation. Donc, ce mont qui fait 1100 mètres de haut, 210 millions de mètres cubes de matière brûlante. Et ce qui s'est passé le 13 juillet, donc tout est tombé donc, dans la mer, a créé un tsunami. Mais donc, les matériaux sont tombés à l'est. Ils ne sont pas tombés vers le village. C'est ce qu'on pensait. Et lorsque cela s'est produit, le risque donc était réduit et les gens ont pu retourner dans leur village. Voilà ce qui s'est produit dans ce cas particulier. Je vais terminer en vous parlant brièvement, on en a parlé hier, mais en vous parlant du changement climatique et de l'impact de grandes éruptions sur le climat. C'est quelque chose qui nous concerne tous, car c'est une menace à l'échelle mondiale. Donc, lorsque l'on a une énorme éruption, cela crée donc la poussière et des gaz qui vont dans l'atmosphère, en particulier le dioxyde de soufre qui va dans la stratosphère, qui réagit avec l'eau et qui forme de l'acide sulfurique. Cela forme des gouttelettes dans l'atmosphère qui donc ont un effet avec les rayonnements solaires. Donc, l'effet d'une très grande éruption, c'est le refroidissement mondial. Donc, une partie des rayons solaires ne peuvent pas arriver à la surface de la Terre et donc la stratosphère se refroidit. Mais en fait, la stratosphère se réchauffe car le rayon solaire réchauffe les petites gouttelettes, absorbe la chaleur et en fait, on réchauffe la stratosphère et cela affecte toute la circulation mondiale. Donc, on a des effets climatiques très étranges pendant plusieurs années suivant ces grandes éruptions. Alors, nous avons eu un bon exemple en 1991. Vous voyez donc en rouge les Philippines et donc on voit cet énorme nuage injecté dans la stratosphère. Et en haut à gauche, vous voyez une image infrarouge de cet énorme nuage. Et puis, en bas de l'image, vous voyez une image satellite d'où est allé tout le dioxyde de soufre. Et en 3 semaines, donc, le dioxyde de soufre a entouré toute la planète. Et donc, ces aérosols sont montés jusqu'au pôle et toute l'atmosphère a été polluée. Et
nous avons donc eu l'effet attendu du refroidissement mondial. Donc, je voulais également vous montrer ce diagramme qui vous montre la volcanologie sous l'angle du climat. La nature donc crée une expérience. Donc du matériel arrive dans l'atmosphère et puis cela permet d'éprouver les modèles climatiques. Donc ça, ce sont des modèles un peu primitifs, mais ce que je souhaite que vous voyez ici, c'est si vous regardez sur la carte supérieure, donc ce que vous voyez en orange, c'est plus chaud que ce que cela devrait être, et en bleu, c'est plus froid que ce que cela devrait être. Donc, c'est la carte des perturbations de Pinatubo, suite donc à cette explosion. Et puis, en bas, vous voyez un modèle numérique avec donc ces aérosols. Donc, il s'agit d'un modèle similaire qui émerge. Et on voit des effets très étranges. Par exemple, on voit du côté de la modélisation qu'à l'est des États-Unis, il fait bien plus froid en été. En 1815, l'éruption de Tambora a produit quelque chose comme ce que vous voyez à l'écran. Et puis, il y a eu la grande famine de 1816, l'été le plus froid, en 1753 jusqu'à 1960 à Genève, en Suisse. Et vous voyez également ici l'estimation des températures en 1960, où la température a baissé d'1,5 à 2 degrés sur le plan mondial. Et cela a pris plusieurs années pour revenir aux niveaux normaux. Et en 1816, c'est une année terrible pour les récoltes et donc le prix du blé a triplé. Donc une éruption en Indonésie a créé du gel et de la neige pendant l'été de 1816 et cela a dramatiquement affecté les récoltes. Et là, c'est ma dernière diapositive. Et qu'est-ce qui se passe lors d'énormes, de super éruptions comme celle de Toba? Donc, celle qui a créé le plus grand cratère. Et la cause, nous pensons l'avoir trouvée en Antarctique. Lorsque l'une de ces grandes éruptions arrive, tout l'acide sulfurique va dans les pôles. Et là, vous voyez donc le sulfate dans la calotte glaciaire de l'Antarctique. Donc, 50 fois plus important que Tambora en 1950. Donc, on a un signal énorme. Et on peut modéliser ces données et on peut voir ce qui se passe. Et cela n'a pas l'air très bien. Des températures de moins 10 degrés sous la normale pendant plusieurs années. On remarque également, de manière paradoxale, dans les modèles, que les pôles se réchauffent. Et cela, c'est dû au réchauffement de la stratosphère, du transport de la chaleur aux régions polaires causé par le climat perturbé. Et donc, c'est un domaine de recherche extrêmement intéressant et qui nous montre ce qui se passerait s'il y avait une éruption aussi gigantesque que cela. Mais ne vous inquiétez pas, celle-ci arrive à peu près tous les 50 000 ans. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Well, thank you very much. Merci beaucoup, Stephen. Veuillez vous asseoir. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons l'immense plaisir, et c'est là la richesse de ce colloque Wright pour la science, d'accueillir
d'autres intervenants du colloque afin que nous puissions discuter tous ensemble. J'ai le grand plaisir d'inviter l'intervenant de hier soir, Friedelm von Blankenburg, Nick Lane qui s'exprimera vendredi et Ilker Fehr, je les présenterai dans une seconde. Alors, comme je l'ai dit, nous aurons une session de questions et réponses. Je vais commencer à poser des questions et puis j'ouvrirai également donc la parole au public. Si vous souhaitez des questions, il y a des microphones qui se déplacent. Si vous souhaitez vous exprimer, levez la main, je vous donnerai le micro. Si vous nous suivez en ligne, vous pouvez également poser des questions en ligne par le chat et ces questions seront relayées sur la scène. Je me tourne vers vous, nos trois invités supplémentaires. Je commence avec vous, Friedelm. Vous étiez là hier. Sans répéter votre intervention, vous êtes professeur de géochimie en Allemagne. Quel est le lien entre votre recherche et les volcans? Très rapidement. Eh bien, ils émettent de nombreux gaz qui ont un effet sur la composition atmosphérique, ce qui a un effet sur la décomposition chimique de la surface de la Terre. De l'autre côté, s'il n'y avait pas de volcans, nous n'aurions pas de surface terrestre. Donc, ils sont extrêmement bénéfiques pour que tout fonctionne. Au-delà des risques, je pense que les avantages sont bien plus importants que les risques, en tout cas sur une perspective à long terme. Ilke, vous êtes océanographe. Vous allez vous exprimer devant nous demain soir. Quel est le lien que l'on peut faire avec votre recherche? Vous étudiez la dynamique des océans. Et quel est le lien que l'on peut établir entre votre recherche et les volcans? Très bien, merci. C'était une intervention très intéressante. Je peux tirer différents parallèles. Le plus important concerne les dorsales océaniques. Donc, la circulation océanique, la topographie, il y a beaucoup de contraintes. Donc, les dorsales mid-océaniques contrôlent la circulation de l'eau. Il y a encore bien plus à dire, bien entendu. Donc, parlons avec vous, Nick. Vous êtes professeur de biochimie à UCL à Londres. Vendredi, vous nous parlerez des origines de la vie. Que pouvez-vous nous dire? En fait, ce ne sont pas les volcans ni les Black Smokers dont a parlé Stevens, mais il a parlé de la planète verte qui se trouvait en dessous, l'olivine, qui réagit avec l'eau et qui s'hydrate. Et cela libère de la chaleur et produit quelque chose qui est associé à l'origine de la vie. Mike Russell en parle. Et donc, on trouve ces éléments sur toute planète rocheuse et aqueuse. Et ce que j'aime en tant que biochimiste, c'est qu'on a des fluides alcalins qui rentrent en compte, et puis le dégazage avec les volcans. Donc, on a une structure, un labyrinthe avec ces roches et des différences de pH et de concentration de protons d'un côté à l'autre. Et c'est la même topologie que pour les cellules. Je ne suis pas du tout géologue, mais si je souhaite comprendre l'origine de la vie, il me faut comprendre la géologie et parler à des géologues. Et ça, c'est une chose fantastique avec la science. On en parlera vendredi. Deux petites questions. L'une a trait à une histoire de ma famille. Nous sommes allés à Stromboli l'année dernière pendant les vacances et ce volcan a la particularité de rentrer en éruption toutes les 20 minutes à peu près. Donc j'étais une grande star ce jour-là car j'ai pu prédire à mes enfants quand le volcan allait rentrer en éruption. Mais vous n'avez pas dit pourquoi certains volcans rentrent en éruption si régulièrement? Comment pouvez-vous techniquement nous expliquer cela?
Oh yes, I've got them. Yes, well, there's some volcanoes where the flux Certains volcans, là où il y a le flux de magma vers la surface qui est très élevé, avec la croûte qui est réchauffée, et finalement, on se retrouve avec une introduction de chaleur qui est plus élevée que la chaleur qui en est éliminée. Donc finalement, on a une élévation du magma qui est continue, et on a des éruptions quasiment continues. La plupart des volcans ne le sont pas. Oui, il y en a, vous en avez mentionné un. Mais la plupart d'entre eux fonctionnent bien différemment. Ils ont des éruptions violentes et puis passent en sommeil pendant des années, des décennies, des siècles, voire des millénaires. Et ça, c'est plutôt ce qu'on observe le plus généralement. Dans la plupart des cas, il y a une explosion et le magma sort, mais il n'a pas réchauffé suffisamment le couloir, et donc ce couloir gèle à nouveau et le magma est à nouveau bloqué et doit refaire tout ce travail très long pour remonter à la surface. J'espère que mes enfants ne vont pas écouter cette explication, sinon je ne saurais plus jamais leur raconter la même histoire. Alors, j'ai une autre question pour vous, Steve. Vous avez mentionné la prédiction du risque. Il y a eu en 2001 l'éruption du Nyagongo. Personne ne s'y attendait. Les volcanologues ne s'y attendaient pas non plus, du tout. Donc, quelle leçon en tirez-vous par rapport à l'efficacité de vos outils de prévision? C'est une question difficile. Les volcans tous les volcans ont leur propre personnalité. Je ne devrais pas trop les voir comme des humains, mais je pense que chaque volcan a son caractère. Certains sont très surveillés, très bien compris et reçoivent beaucoup d'attention scientifique. Donc on comprend très bien comment ils fonctionnent, donc on comprend les modèles de fonctionnement. Et dans le monde en développement, beaucoup de volcans finalement ne sont pas bien étudiés ou pas du tout étudiés. Et finalement, ils n'ont pas les compétences techniques d'effectuer les prévisions. Donc je pense que ça, c'est un des problèmes. Et il y a beaucoup d'aide qui est fournie pour aider des pays tels que l'Indonésie ou le Guatemala à prévoir les éruptions volcaniques. Mais il faut comprendre que certains volcans ne sont pas bien connus. Ils ne sont pas assez surveillés. Et le Nyagongo, évidemment, c'était un endroit où il y avait eu une guerre civile, des réfugiés. Donc c'était évidemment un endroit très difficile pour effectuer des recherches scientifiques adéquates. Bien que l'observatoire là-bas du volcan a un personnel efficace, mais ils n'ont pas les équipements nécessaires. Ma dernière question est liée à la question du risque que vous avez mentionné. Et c'est une question que je poserai à tout le monde d'ailleurs autour de cette table. Avec le risque, il y a l'incertitude. À quel point est-il difficile de parler, de communiquer cette question de risque au public, aux décideurs, et donc dans vos différents thèmes de recherche, que ce soit sur l'absorption du CO2, l'origine de la vie, la circulation des océans, comment faites-vous pour communiquer l'idée d'incertitude? Je pense que c'est un réel défi. En effet, dans les sciences naturelles et dans les risques en sciences naturelles, il y a beaucoup d'incertitudes, en particulier parfois parce qu'on ne connaît pas tout, ou on n'a pas assez de données, ou que la science n'est pas encore assez développée, mais donc le taux d'incertitude est très élevé. Et finalement, communiquer cet aspect aux décideurs est compliqué. C'est ce qui s'est déroulé avec la Covid, par exemple, et la réponse à la pandémie. C'est très similaire à cela. Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de donner... On peut donner des prévisions qui sont très larges en disant c'est probable, très peu probable ou très probable. Mais même ceci est difficile à effectuer parce que certains vont vous demander mais ça veut dire quoi, très peu probable? Et qu'est-ce que ça veut dire très probable dans telle ou telle circonstance, même si les probabilités sont les mêmes? Donc c'est vraiment très difficile, soyons honnêtes.
La seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est d'expliquer. Expliquer aux politiques, aux décideurs, les éduquer aux questions de probabilité de risque, d'évaluation du risque quantitatif. Mais les hommes et femmes politiques continuent à changer et vous pouvez le voir au Royaume-Uni d'ailleurs récemment. Il y a des changements constants. Donc c'est assez difficile. Vous parlez avec quelqu'un, un fonctionnaire, un politique, et vous vous dites « Ah, il commence à comprendre le fonctionnement des volcans. » Et puis c'est quelqu'un d'autre qui arrive à la tête de ce département. Donc ça peut être une réelle difficulté. Un commentaire de votre part Je pense que c'est une très bonne question. C'est peut-être ce qu'il est le plus difficile pour les scientifiques, c'est de parler de prédiction de risques et d'incertitudes. Et par exemple, il y a l'approche du GIEC, qui, pour eux, a été très compliqué. C'était très difficile pour eux de communiquer leurs résultats. Donc finalement, ils ont donné des définitions qui étaient de très probable, peu probable, probable, pour pouvoir avoir une manière de discuter avec les décideurs politiques. Parce que si vous parlez avec un scientifique, il vous dira toujours qu'il n'est pas certain. Il y a toujours de la certitude quelque part. On ne peut jamais conclure avec certitude de quelque chose. Et pourtant, il faut quand même bien pouvoir mettre un titre à notre dernier chapitre. Je conclus avec ces résultats. Je pense que c'était peut-être la partie la plus fascinante de votre présentation, avec la Soufrière, le volcan de la Soufrière, où on voit tous ces villages qui se trouvent sur la croûte, là où vous estimez qu'il y aurait une nuée ardente. Donc les êtres humains font leur propre évaluation des risques. Mais comment le font-ils? Il doit y avoir plus d'intérêt, plus de bénéfices à vivre dans la région proche d'un volcan que les risques auxquels ils font face. Comment les individus eux-mêmes font cette analyse du risque pour décider de vivre là, de laisser leurs enfants vivre là? Est-ce peut-être un exemple de la façon dont l'être humain prend des décisions face aux risques? Peut-être qu'on pourrait avoir une réponse et puis nous reviendrons à vous. Ça fait longtemps que je n'ai plus lu ce travail, mais j'avais lu un travail d'une équipe de psychologues qui donnait la demi-vie de personnes qui se sentaient menacées. On disait que c'était d'une semaine ou deux, donc il faut quelques semaines aux êtres humains pour comprendre un risque et s'habituer et finalement se sentir à l'aise avec le risque. Et donc finalement, les individus ont des opinions très différentes du risque. Certains ne voient pas de problème à continuer à vivre, à continuer leurs affaires parce que leur ferme se trouve, par exemple, dans une région très dangereuse. Il y a cette question de la liberté, évidemment. Est-ce qu'on peut demander au gouvernement d'interdire de vivre dans certains endroits? Donc c'est des questions quant au comportement humain. Et évidemment, beaucoup de décès et de blessures dépendent de ce fait d'individus qui refusent d'accepter le risque. Alors, peut-être qu'on devrait tous vivre sur le flanc d'un volcan parce qu'on se sentirait plus vivre, c'est ça, non? Quoi qu'il en soit, quand on parle du risque, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque quand on parle des mouvements océaniques, à part pour notre réputation. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle façon de souligner le fait que les sciences n'abordent pas toujours la question de ce qu'on connaît, mais plutôt de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on parle de l'origine de la vie, il y a des choses qu'on connaît, mais beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc la science, c'est plutôt l'exploration de l'inconnu, essayer de mettre en place des prédictions, des hypothèses qui peuvent être testées, expérimentées. Et finalement, quand on a entendu parler de la pandémie, de l'urgence climatique, tout ceci nous ramène à comment la science est enseignée à l'école et comment la population imagine ce qu'est le risque, ce qu'est la science et ce que font les scientifiques, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne savent pas. Et j'ai l'impression que les êtres humains n'aiment pas qu'un expert vienne leur
prêcher la bonne parole. Donc il y a toujours cette idée de savoir ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, et c'est très difficile de la transmettre en tant qu'expert, en tant que scientifique. C'est très difficile d'expliquer qu'on ne connaît pas les réponses à quelque chose et qu'il faut faire des recherches. Donc c'est un équilibre difficile à trouver. Et en tant que société, je pense que nous devons apprendre à mieux transmettre la science, transmettre l'excitation que c'est d'essayer de mieux comprendre quelque chose et que certaines questions sont bien plus grandes que nous. Je pense que maintenant on peut donner la parole à la salle pour poser des questions. Pourrions-nous peut-être allumer la lumière? Merci. Merci beaucoup. Professeur Sparks, merci beaucoup de cette très belle présentation. Je suis fier que vous soyez là parce que j'ai fait mon doctorat à Bristol. Ma question n'est peut-être... elle n'est pas sociologique, elle n'est pas philosophique, mais elle est plutôt très liée à la science, donc entre les plaques tectoniques et les volcans. Donc j'ai 3 questions ici, je vais tricher. Donc tout d'abord, pourquoi on parle de tectonique? Qu'est-ce que ça veut dire tectonique? Deuxièmement, pourquoi on parle de plaques et pas d'agrégats? Et troisièmement, et là je cherche vraiment les causes profondes de l'activité volcanique, pourquoi ces plaques bougent-elles? Alors si vous avez 1 heure, on peut commencer à répondre. Je peux essayer de répondre à ces 3 questions-là. Alors, tout d'abord, tectonique. Je pense que la lithosphère, donc la dernière partie de la Terre, c'est quelque chose qui se casse en petits morceaux lorsqu'on tire dessus. Et donc, ce fait de casser à la surface de la Terre, c'est fragile. Et c'est pourquoi on a utilisé cette terminologie de tectonique. Alors, pourquoi n'est-ce pas vu comme un matériau granulaire plutôt que des plaques? Eh bien, je pense que c'est dû à la matrice cristalline et des différents mécanismes de déformation, de fusion, de diffusion des molécules à haute température. Et donc, il ne s'agit pas de la même chose que de séparer du sable. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un matériau qui est finalement continu et qui est en interaction permanente à l'échelle moléculaire. Donc, je ne pense pas que parler d'agrégats serait une bonne façon de caractériser ces matériaux. Mais je ne me rappelle plus votre 3e question. Quelle était-elle? Et pourquoi bougent-elles, ces plaques? Tout simplement, eh bien, quand on parle de plaques qui ont 30 millions d'années, et finalement, elles deviennent plus denses que la roche en dessous d'elles. Et donc, elles veulent tomber, tout simplement. Et il y a des perturbations sur la surface de la Terre qui lui permettent de tomber à d'autres endroits et à d'autres endroits moins. Donc l'enfoncement d'une plaque prend beaucoup de temps, mais il est simplement lié à une augmentation de densité de cette plaque. Et donc, oui, c'est la gravité principale qui joue là-dessus, mais il y a également l'influence de la température, les changements de minéralogie, beaucoup de choses qui affectent ces mouvements. On a une question en ligne. Nous avons plusieurs questions en ligne. Nous pouvons commencer avec celle-ci peut-être. Quelle est la probabilité d'avoir une super éruption dans les années à venir? Et si c'est le cas, cela aiderait-elle la situation climatique actuelle? Alors, la statistique, tout d'abord. Les super éruptions... Alors, tout d'abord, super-éruption, c'est quelque chose de tout à fait arbitraire. C'est simplement une éruption qui est de plus de 400 km3 de magma, mais ça n'a rien de scientifique. Et apparemment, il y en a une tous les 20 000 ans, plus ou moins. Il y en a 4 qui ont eu lieu ces 100 000 dernières années. Donc, c'est la fréquence qu'on connaît. Ce n'est pas de la statistique exacte. Donc les chances d'être en vie, si vous avez une vie qui dure 70 ans plus ou moins, et d'être en vie pendant un tel événement est très très faible, puisque c'est tous les 20 000 ans plus ou moins.
Donc c'est très très peu probable que quiconque dans le public ne fasse face à une telle éruption. Si une se déroulait, eh bien, je pense que finalement le réchauffement climatique, la menace du réchauffement climatique serait comparable à la menace que représente une telle éruption. C'est une menace très rapide ce qui se passe à l'échelle de la vie humaine, et donc un défi auquel il faudra répondre. Mais comme je vous l'ai montré, il semble que la planète deviendrait très froide, donc il n'y aurait plus d'alimentation. Il ferait noir partout pendant très longtemps, l'obscurité complète, donc ce ne serait vraiment pas très agréable de vivre sur cette planète pendant quelques années. Oui, il y a une autre question. Quel est le ratio entre les émissions de gaz volcaniques et les gaz émis par l'activité humaine? Friedhelm, je pense, serait la personne la plus adaptée pour répondre à cette question. Alors, on est à 0,1 milliard de tonnes pour les émissions volcaniques et on est à 10 milliards pour les émissions créées par l'humain. Donc maintenant, j'aimerais amener à la discussion une thématique dont on a un peu parlé hier, la géo-ingénierie. Il y a des idées de géo-ingénierie et l'idée, ce serait de reproduire de manière artificielle une éruption en mettant simplement dans l'air beaucoup de dioxyde de soufre. Donc j'aimerais entendre votre point de vue. On a entendu le point de vue de Friedhelm hier, mais quel est votre avis par rapport à la géo-ingénierie? Est-ce quelque chose qu'on devrait évaluer ou effectuer des recherches dessus? Je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de géo-ingénierie. On ne comprend pas le système suffisamment pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effets négatifs sur des personnes qui vivent au Connecticut lorsqu'il y a une éruption en Indonésie et on voit qu'il y a un changement sur les cultures. C'est un système très complexe. On s'est retrouvé, par exemple, avec la Nouvelle-Angleterre dans les années 1800, qui est devenue une zone totalement infertile à cause d'une éruption à l'autre bout du monde. Donc l'atmosphère, c'est un système très complexe. Et on ne connaît pas assez ce système. On ne sait pas si une géo-ingénierie, en mettant quelque chose dans l'air, quels seront les effets non attendus. On ne sait pas si il y aura plus de sécheresse dans certains endroits, moins de sécheresse, plus d'ouragans, moins d'ouragans. On ne sait pas. On connaît juste... Oui, mais on connaît les effets positifs. Oui. Oui, il y aurait des effets bénéfiques pour certains, mais des effets également très négatifs pour d'autres. Par exemple, si une éruption augmente le nombre d'ouragans dans certains endroits. Oui, mais dans le dernier rapport du GIEC, il ne ferme pas la porte à la géo-ingénierie, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cela. Je ne travaille pas sur cette question, je ne l'évalue pas beaucoup, mais ma réaction personnelle serait assez comparable. Ce serait de dire, voilà, on ne connaît pas le système suffisamment pour être certain de ce qu'on fait lorsqu'on l'altère. J'ai lu un livre à ce sujet, au sujet de la géo-ingénierie, et en le lisant, j'avais cette idée que c'était quelque chose qu'on ne devrait pas faire, qui ressemblait vraiment à des films de catastrophe. Mais finalement, en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses qui étaient de la géo-ingénierie, sans même s'en rendre compte, sans même le planifier. Donc ça a un peu changé ma façon de voir les choses, en se disant, voilà, c'était quelque chose qui était tout à fait impossible à mettre en place, mais finalement, on le fait déjà d'une certaine manière, donc on devrait y réfléchir. Quoi qu'il en soit, moi, je resterai réticent. Pour moi, ce n'est pas la première mesure qu'on devrait mettre en place, mais il faut quand même l'explorer. J'ai fait mon commentaire, mais s'agissant des aérosols, l'injection d'aérosols dans la stratosphère, comme pour le refroidissement, il y a des questions morales impliquées. Alors on peut faire cela pendant un certain temps. On
refroidi la zone en question, mais à un certain moment, on abandonne ces mesures. Et puis d'ici là, le réchauffement climatique a augmenté. Et donc, cette zone qui avait été refroidie se réchauffe. Et si l'on connaît le fonctionnement des sociétés, je pense... Donc, il y aura peut-être pas de géo-ingénierie au cours des 3 années ou 30 années à venir, mais qu'est-ce qui se passera après? Moi, je suis personnellement très sceptique par rapport à la géo-ingénierie. Y a-t-il d'autres questions? Là-haut, je vois une main qui se lève. Steve a montré l'effet dans l'océan Arctique, donc l'effet de cette énorme éruption. Il nous faut comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on a donc les conséquences de la géo-ingénierie. Les modèles nous montrent qu'on ne connaît pas assez bien les résultats pour se lancer réellement dans la bioingénierie. Merci beaucoup pour cette discussion, pour votre présentation. Je souhaitais vous parler de la toute première éruption du volcan. Lorsqu'un volcan a une toute première éruption, est-ce qu'il a déjà sa forme de montagne? Alors, j'imagine que si c'était le cas, il y aurait des couches plus importantes de manteau et qu'il serait plus difficile qu'une éruption ait lieu. Comment les choses fonctionnent? C'est une excellente question. Donc, à quoi ressemble un tout nouveau volcan? Alors, on imagine qu'il commence comme un petit événement, une éruption, une seule éruption, et puis ensuite il se rendort, et puis ensuite il y a un autre événement, et donc le volcan se construit au fil du temps, et puis finit en une grande montagne. Pour vous donner un exemple, dans mon équipe 47, donc centre du Mexique, il n'y avait jamais eu de volcan à côté de cette ferme. Et puis il y a une fente qui s'ouvre et apparaît le mont Perukati, où il y a une éruption en 1953. Et qui a formé un grand volcan là où il n'y avait jamais eu de volcan. Donc, il faut toujours qu'il y ait une première éruption. Une fois qu'on commence à créer des voies, une voie, à chaque fois cela facilite l'apparition d'éruptions subséquentes. D'autres schémas historiques. Alors, est-ce que les schémas sont différents d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils augmentent? Est-ce qu'ils diminuent? Quant à la civilisation humaine, est-ce qu'elle a eu un impact ou une influence sur l'activité volcanique? Alors, première question. D'après ce que nous savons, le volcanisme n'a pas changé depuis des centaines de milliers d'années. On a examiné toutes les couches de soufre, on a regardé les taux de dépôt de soufre, voir si ceux-ci avaient diminué, augmenté, et on s'est rendu compte que non, que c'était très stable. Donc, les registres historiques suggèrent la même chose. C'est un petit peu difficile de revenir en arrière car les enregistrements étaient moins bons à l'époque. Et puis la deuxième question par rapport donc aux effets de la civilisation sur les volcans. Il y a des histoires très intéressantes
Certaines civilisations comme les Mayas en Amérique centrale, affectées par de grandes éruptions volcaniques. Mais en fait, c'est de l'autre... c'est le contraire. Est-ce que les êtres humains peuvent avoir un impact sur les éruptions? Non, pas d'après ce que nous savons. Hier, on a parlé d'un phénomène. Lorsqu'il y a une déglaciation et que les calottes glaciaires fondent, ce qui se passe, c'est que la glace diminue sur le manteau terrestre et il y a davantage de fusion, de fonte et plus de volcanisme. Et donc, si les calottes glaciaires fondent, soit par des voies naturelles ou non naturelles, eh bien, cela pourrait avoir un effet sur le volcanisme. Une autre question? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un cyclone, est-ce qu'un volcan peut créer un cyclone? Et comment? C'est une excellente question. Je ne suis pas sûre d'en connaître la réponse. Et ils sont formés par différents types de mécanismes. Les ouragans, les typhons sont associés aux températures de la surface de la mer qui dépassent une certaine température. Ça, ce sont les conditions qui créent des ouragans. Pour savoir maintenant si un volcan pourrait avoir un effet suffisant pour créer un ouragan, alors je n'en suis pas certain. Je ne pourrais pas vous dire que la réponse est non. Je ne pourrais pas vous donner le mécanisme. Mais lors de l'éruption de Pinatubo, je vous ai montré une diapositive. Il y a eu un typhon qui arrivait dans les Philippines à l'époque et le nuage volcanique a complètement été beaucoup plus... a éclipsé le typhon, si vous voulez. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais prendre deux questions. L'une du public en ligne, une de la salle. Alors, double question en ligne. Est-ce que l'on peut exploiter les volcans en tant que source d'énergie? Et est-ce que l'on peut moduler l'énergie des volcans? Alors, pour répondre à votre première question, oui. L'énergie géothermique est un énorme réservoir d'énergie que l'on pourrait exploiter. On rencontre des problèmes car la technologie est telle qu'il faut forer dans des roches avec des fluides très corrosifs et cela rend toute l'expérience difficile. Mais au Japon, en Italie, on extrait de la chaleur volcanique et c'est une immense source d'énergie. Je souhaiterais mentionner autre chose qui m'intéresse beaucoup. C'est que sous les volcans, lorsque les gaz sortent, ils laissent derrière eux donc de la saumure qui comporte des métaux très intéressants comme le lithium, le cuivre, le zinc, etc. Et très intéressant pour nous, car nous avons besoin d'énormes quantités de métaux pour conduire des voitures électriques, par exemple, et arriver à net zéro. Donc, ce pourrait être une source de métaux donc, que l'on pourrait trouver sous les volcans, sous la forme de saumure. Et si l'on extrait la saumure, on peut également extraire la chaleur et s'en servir pour la bioénergie. Dernière question. Bonsoir. Je souhaiterais poser une question au sujet de l'éruption de janvier de Hunga Tonga. Est-ce que l'on voit des conséquences 10 à 11 mois plus tard? Pas beaucoup de conséquences climatiques, car c'était une éruption brève, bien que violente. Donc, il n'y a pas eu énormément de matériaux.
Et cette éruption a eu lieu dans la mer. Et il semble qu'il n'y avait pas beaucoup de dioxyde de soufre. Peut-être que ce volcan ne contenait pas trop de soufre ou que le soufre avait interagi avec l'eau salée et donc qu'il n'a pas été expulsé plus avant. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi la recherche sur ce sujet, mais en tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait eu un grand effet climatique. Alors, nous n'avons vraiment plus de temps. J'aimerais vous poser une dernière question à vous avec votre énorme expérience. Quelle est la découverte la plus importante que l'on pourrait faire sur les volcans? Alors, c'est une question difficile. Une chose dont nous avons besoin, ce sont de meilleurs outils de mesure sur le terrain. Peut-être que la technologie viendra nous aider. Des profils telluriques donc regorgent d'informations. Donc les choses qui sont intéressantes se passent à 10, 20, 30 km de profondeur. Ce qui se passe en surface est intéressant, mais ce qui est vraiment intéressant se passe bien plus en profondeur. Et il y a des signes subtils et il se peut qu'une nouvelle technologie permette de prendre des mesures dans des régions où nous ne pouvons pas le faire actuellement. Donc ma réponse serait donc une percée technologique qui nous permettrait de prendre de meilleures mesures. En tout cas, fabuleuse conclusion. Merci beaucoup. Voilà. Il me reste aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à organiser ce colloque Wright cette semaine. Je ne vais pas les citer ici. Elles se reconnaîtront. Merci à elles. Merci aussi, on les cite pas assez souvent, aux interprètes qui vous font les traductions simultanées. 2 informations encore, 3 plutôt. La première, c'est que demain, nous aurons le plaisir d'écouter Ilker Fer sur les océans. La deuxième information, c'est que, comme vous le savez, tous les soirs à partir de 17h30, il y a des animations dans le hall d'entrée faites par le Sciencescope, donc l'équipe de l'Université de Genève qui vulgarise la science. Et la troisième information, et vous avez des images ici, c'est la tenue du spectacle Son et Lumière, comme chaque soir, entre 18h30, 19h30 et 20h30, ça dure 20 minutes. Cette année, c'est au Musée d'Art et d'Histoire, pas au Parc des Bastions comme les autres années, au Musée d'Art et d'Histoire, ça dure 20 minutes jusqu'au 20 novembre. Allez-y, il paraît que c'est fantastique. Je vous donne rendez-vous demain soir et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.